Merci Allez, beaucoup. merci à toi. Allez, ça y Bonne est, c'est journée, au lancé. revoir. Ouais, Au ciao, revoir. ciao Désiré. Et donc, en fait, ce sont des cabanes. Ce sont des cabanes, ce sont des maisons, à vrai dire, hein, qui ont été effectivement, pour certaines, pour la plupart, même s'il y a deux registres différents, il y a des cabanes de Notre-Dame-des-Landes et il y en a de Vincennes, je crois. Figurez-vous qu'il y a également des cabanes, des maisons improvisées comme ça à Vincennes. Et puis il y a des miradors, mais ça me plaît un petit peu moins. Mais du coup, je pense que je vais vous proposer ça. Et puis il y a un artiste que je vous présenterai tout à l'heure, que j'aime beaucoup, qui s'appelle François Maton, qui a fait effectivement un certain nombre de petits crowbars comme ça, vous voyez, rehaussés à l'aquarelle. En fait, c'est fait en numérique, avec une tablette portative, mais peu importe, avec des petits réaux de sang blanc d'aquarelle sur des petits cabanons. Et on va se lancer. Je propose qu'on se lance. Et puis, je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure l'exercice. Hop là. Voilà. Alors, on part sur un outil simple. Moi, honnêtement, je pense qu'on pourrait être joueur, hein, par rapport à cet exercice. On pourrait partir en ligne directe. Ou alors, peut-être, éventuellement, on pourrait avoir envie de faire peut-être une ligne au crayon très léger qui nous permettent peut-être d'avoir, je sais pas, les lignes, les volumes un petit peu ou les lignes principales, mais vraiment de manière un petit peu globale. Et ensuite, je pense qu'on pourrait tout à fait se lancer directement en ligne noire et pourquoi pas tenter tout de suite de poser les éléments. À nouveau, je vous rassure, je ne vais pas vous demander d'être exhaustif, d'accord? Et on a vu d'ailleurs avec le travail de François Maton qu'il y avait des zones laissées un peu ouvertes, etc. Mais en tout cas, pour la séquence d'aujourd'hui, je ne sais pas, honnêtement pas sur combien de temps on va le tenir, ce motif. On part sur 20 minutes, je pense. Donc, vous voyez, on va se laisser un peu de temps. Partez pas sur un format trop grand non plus. Bah, un carnet de croquis, c'est très bien. Moi, j'ai fait plusieurs petites cabanes comme ça ces dernières années, soit que j'ai pu trouver, oui, soit sur Notre-Dame-des-Landes, il y en avait plein, donc j'en ai dessiné quelques-unes. Mais après, on peut en trouver assez facilement dans différents endroits. Par exemple, on va en trouver au pont Jumeau, sur le canal. Quand vous remontez le canal, vous avez une bonne quinzaine, vingtaine de campements nomades, on va dire ça comme ça, de gens qui sont bien sûr SDF. Hein. Ce n'est pas le cas de Notre-Dame-des-Landes, où c'est vraiment un choix de vie et un choix d'organisation, et puis c'est lié aussi beaucoup aux allers-retours de la police sur place, etc. Pour les maisons, les cabanes qui sont construites au niveau des ponts jumeaux à Toulouse. Mais à vrai dire, il y en a pour ceux qui ont l'habitude d'arpenter les zones périurbaines toulousaines, il y en a beaucoup, hein. Des espaces voilà, de vie précaires. Il y en a énormément. Et je trouve que c'est des espaces qui sont déjà il est intéressant d'appréhender. Et puis aussi d'observer pour leur qualité architecturale. Hein. Pour certains, il y a vraiment, notamment les cabanes de Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment en flag. Il y a toute une espèce de richesse, d'inventivité dans les manières, effectivement, de bâtir et de construire ces cabanes qui les rendent tout à fait intéressantes. Alors, techniquement, il y a aussi un enjeu, hein, que je trouve riche, et c'est vraiment le fait que ce type de motif va nous permettre de rentrer, je pense, de manière un peu plus sereine dans un exercice qui est un exercice difficile, qui est celui de l'espace tridimensionnel architecturé, c'est-à-dire en gros la perspective. Ici, l'avantage, c'est que je ne vous demande pas de faire de perspective. Il y en a un petit peu, hein, je ne sais pas si vous la voyez. Il y a une petite perspective ici. Il y en aurait potentiellement une autre par là. Voilà. Mais on n'a pas besoin de se poser tellement ces questions-là. Mon seul petit conseil, c'est de voir que cette ligne-là est droite et de voir éventuellement que cette ligne-là est plutôt descendante, alors que celle-là est plutôt montante. Vous voyez, ça va être plutôt des petites perceptions angulaires qui vont vous permettre effectivement de suggérer des effets de volume, mais elles sont finalement assez peu nombreuses. Donc, ça ne posera pas de gros soucis, et je ne vais surtout pas vous demander d'aller poser un point de fuite là-bas tout au fond, ou que sais-je. Par contre, ce qui est intéressant, et moi c'est comme ça que je le pratique, c'est vraiment une espèce de prolongement de l'esprit puzzle. Mais alors dans une ambiance miette, hein, une ambiance miette, puisque on pourrait volontiers utiliser ce genre de motif
pour démultiplier graphiquement, c'est pour ça que je vous conseille la ligne noire, plutôt que le crayon à papier, pour démultiplier effectivement l'amoncellement successif des différents motifs, hein, c'est-à-dire une planche, une ligne. Alors, il y a des zones de flou, mais c'est pas grave, vous les adaptez en fonction, hein, des choses comme ça. Puis là, peut-être qu'il y a une petite bouteille, etc., etc. C'est-à-dire de venir agglomérer, élément après élément, une somme de détails, une somme de fragments, une somme d'éléments qu'on va pouvoir visuellement manipuler, et qui vont aussi, à la fin, permettre de produire une sorte de texture, quasiment. Hein. Si je reprends... Check. Si je reprends, peut-être, je pense, celle-là, c'est pas très important. Si je reprends ce dessin de notre ami François Maton, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, eh bien, on peut voir que, bon, c'est fait de manière très rapide, hein, d'ailleurs. Hein. Il a été beaucoup plus vif, hein, il s'est autorisé. Voilà, mais il y a des petites choses qu'on peut aller grappiller qui peuvent être intéressantes. Donc la manière dont il agglomère comme ça des fragments pour construire effectivement ces espaces précaires que constituent ces architectures. Alors architecture nomade, ça serait pas juste parce que même s'il y a une caravane, bien souvent ce sont des maisons qui ne bougent pas. Ce sont des cabanes, ce sont des maisons, même si elles sont liées souvent à une certaine précarité. Je ne pense pas qu'elles bougent, la plupart, celles-ci clairement pas. Mais elles se construisent en général assez vite et avec des dispositifs assez simples, sont souvent de petite taille. Et petit détail, par exemple, sur le dessin de François Maton à gauche, je ne sais pas si vous le voyez, c'est la manière dont, par exemple, il a géré la présence de sa petite architecture sur l'herbe. Et je pense que là, il y a une petite zone qui peut être intéressante à appréhender. C'est la zone qu'il va y avoir quand vous arriverez au niveau de l'herbe, quand l'échelle touche l'herbe, quand comment, les pylônes, les poutres touchent l'herbe. Bien là, il y aurait potentiellement un petit jeu de texture. Je sais pas. Oups là, pardon. Il y a un petit jeu de texture. Je ne sais pas si vous le voyez sur le dessin de Maton ici. Il y a un petit jeu de texture assez simplifié, effectivement, qui lui permet. Alors, on ne l'a pas trop ici, on va l'avoir un peu ici, qui lui permet, vous voyez, d'avoir effectivement une sorte d'inscription de son motif sur une terre, sur un sol, mais de manière très très simple. Hein. L'herbe est ici simplifiée sous forme d'une texture, hein, puisque c'est quelque chose qu'on a vu ensemble en octobre, une texture simplifiée qui vient effectivement évoquer la présence de ces herbes un petit peu folles, de ce gazon moyennement tendu. Après, vous le voyez, ce sont à nouveau des motifs qui sont assez simples, mais qui, par leur démultiplication, vont construire, élaborer effectivement ce jeu de construction presque en Lego et de démultiplication du motif, ne serait-ce que par les lattes de bois, les différents éléments de structure qui s'agglomèrent les uns aux autres dans une espèce de joyeux désordre. C'est une question, je trouve, qui est intéressante. Elle a été traitée par un photographe qui a souhaité archiver. Alors, j'ai pas lancé le chrono. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, on va se suivre tranquillement avec cet exercice qui, je le redis, a pour vocation à nous permettre de mettre un premier pied dans des questions plus architecturales. Même si, vous le voyez ici, il n'y a vraiment pas de gros danger. Je vous rappelle les deux éléments que vous pourriez garder en tête. Ici, ça descend. Ici, ça monte. Ici, ça descend. Et on voit bien que tout va converger vers une ligne de fuite. C'est ce qu'on appelle la perspective. Mais faites-le un petit peu cool. Celle-là, elle monte légèrement. Celle-là, elle est parfaitement droite. Et là, on ne le voit pas, mais bien entendu, ici, ça descend légèrement. Et à nouveau, tout ça va vers un autre point de suite situé par là-bas. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais droit, montant, descendant, descendant. Bon, a priori, avec ça suffit. Le reste, ça sera beaucoup plus des jeux d'emboîtement
Mais rien n'empêche aussi, là aussi, d'avoir des pensées de proportion. Hein. Ah oui, attends, ça c'est peut-être au milieu, si je prends ça comme point de repère. Ou alors, ça est égal à ça. Ah oui, ok. Donc ça, c'est un peu plus haut niveau. En fait, vous allez pouvoir retrouver exactement les mêmes outils que j'ai pu signaler dans l'exercice précédent, c'est-à-dire des rapports de proportion. Donc n'hésitez pas toujours à utiliser. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il est beaucoup moins gênant, donc beaucoup moins exigeant, entre guillemets, que le travail du portrait, puisqu'il implique de pouvoir faire varier les tailles. Bon, voilà, un caillou, une maison, un arbre, si c'est plus long ou plus court, dans l'absolu, ça ne met pas en danger la perception psychologique qu'on se fait du motif. Ce qui n'est pas le cas d'un visage. Un nez trop long, ça devient très vite particulier quand même à soutenir en termes d'image. Ça peut vite devenir un peu compliqué. Donc là, on est un petit peu plus coolos de ce point de vue-là, mais n'hésitez pas malgré tout à utiliser à fond les différents outils qu'on a vus. Ça sera en gros les mêmes. Vous voyez ici, on voit que le motif peut impliquer de déployer des outils sensiblement différents, mais grosso modo, on va pouvoir utiliser, pourquoi pas, des espaces négatifs à foison. On va pouvoir faire des niveaux verticaux pour aligner des éléments les uns avec les autres. On va pouvoir faire des points d'ancrage. Là, je ne sais pas très bien où, comme ça, tellement il y a d'éléments à placer. Mais voilà, on peut trouver à tout moment, si je dessine ça, à quel endroit ça démarre, et est-ce que j'utilise l'espace négatif. Vous voyez que tout est tellement croisé, il y a tellement d'informations, qu'on a quand même normalement pas mal d'éléments pour essayer de poser. Voilà, toujours pareil, je le redis, dans une ambiance qui peut être tout à fait de ce type-là, stylo noir, tout simple, et on peut tout à fait avoir envie de complexifier un petit peu le motif avec des réaux d'aquarelle très simplifiés en technique humide ou avec des jeux d'esquisse ou de détails plus ou moins approfondis. Ça, ce sont des cabanes du bois de Vincennes. Donc tout simplement, François Maton est allé faire une balade dans les cabanes du bois de Vincennes. Il se trouve que le travail de François Maton, qui est moins inscrit dans l'art contemporain, mais plus dans le champ de l'édition. Donc, pas tellement de la BD, plus de l'illustration. C'est pas non plus un illustrateur, c'est un type un peu à part, puisqu'il publie chez POL, chez Paul, l'éditeur bien connu. Et il a un rapport très, très fort à la précarité. C'est quelqu'un qui est extrêmement nourri de pensée orientale. Et qui pratique fortement le zazen, donc des techniques de méditation issues du bouddhisme, et qui a du coup un rapport à l'espace, au temps et au dessin qui est, moi je trouve, hyper riche, et dans lequel il a tendance à effectivement pointer son regard et avoir un intérêt dans les différentes séries qu'il développe sur cette notion de précarité, de changement, de variation, de fluctuation. Vous voyez qu'il va être beaucoup plus finalement sur cette notion de variation que sur la notion de solidité, de permanence, que pourrait a priori évoquer la notion d'architecture ou de monument, qui sont deux notions finalement assez proches dans notre culture occidentale. Ça Donc on s'écrit a comment, Maton? M-A-2-T-O-N. M. Ouais, 2-T-O-N, François Maton. Un dessinateur que j'aime beaucoup. Alors en fait, là, c'est un peu trompeur. Je ne sais pas si vous le voyez, parce que bon, il faut avoir un peu l'habitude pour. Mais en fait, ça, c'est fait à la tablette. Et c'est fait avec une tablette portative. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Il a choisi un outil qui est un outil qui pourrait rappeler un pinceau chinois. Vous voyez qu'il est très irrégulier. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt un peu aussi de la ligne. C'est un peu le même genre d'outillage que j'ai tenté de vous imposer dans nos dernières expérimentations avec le modèle, quand on utilise de l'encre avec un bout de bois. C'est aussi l'idée de retrouver ce type de qualité de ligne, c'est-à-dire des lignes qui ne sont pas régulières, qui ne sont pas statiques, qui sont elles-mêmes ondoyantes, modulées, changeantes, et qui vont avoir effectivement des épaisseurs très variables
et des espèces presque de repentir de lignes beaucoup plus fades, plus faibles, qui vont du coup produire une sorte de variation dans le spectre voilà, des qualités du trait. Le trait, d'ailleurs, vous voyez, est un peu tremblant. Ça participe tout ça du jeu, de la même manière que Maton utilise ici un bleu, un très beau bleu, un bleu cendre, un bleu un peu éteint, qui lui permet, mine de rien, de poser, bien entendu, les éléments d'ombre et lumière de manière très vive et très rapide. Vous voyez ici l'intérêt quand même que peut nous donner l'aquarelle, que de pouvoir poser, si on a un stylo indélébile, par-dessus et dans un second temps, des jeux d'ombre très simplifiés qui vont permettre d'enrichir, de rehausser et de poser des ombres et lumières de manière très simple. Vous voyez ici on a un double valeur, un bleu clair et un bleu foncé. Basta. Dans un bleu qui n'est pas un bleu, c'est pas un bleu bisounours, quoi. C'est un bleu qui est terni, qui est cendré, qui est légèrement distancié et qui est beaucoup plus intéressant à utiliser parce qu'il est moins saturé, il est moins puissant en termes d'intensité de couleur, et du coup ça lui donne beaucoup plus d'impact et d'utilité dans les jeux des ombrages. Je mettrai en ligne du coup les quelques cabanes que j'ai fait également cette semaine, et je suis désolé, je voulais absolument faire je vais essayer de le faire cette semaine du coup. On m'avait demandé de faire l'exercice, je pense que je vais prendre l'habitude maintenant de faire systématiquement les exercices que je propose chaque semaine et de les glisser dans les galeries, mais du coup j'ai commencé à prendre des photos de ma petite fille pour proposer quelque chose sur le thème de l'enfance. Je l'ai vu, oui, j'ai reconnu, elle te ressemble. Mais il faut que je fasse le dessin, Alors après, la deuxième approche, et c'est ce que je creuserai un petit peu avec vous derrière, c'est ce que j'avais un peu invoqué, c'est-à-dire on est à la fois sur une question de dessin, de ligne, avec un motif particulier. Je crois que c'est la première fois que je propose un motif de ce type dans le cadre de mes cours, en 10 ans. Je n'ai jamais proposé ça. L'intérêt, à mon avis, il tient aussi à la série en elle-même. Vous voyez, c'est intéressant de voir que Maton, on a fait une séquence, une série, et que du coup, on peut aussi éprouver à travers les différentes images, les différents dessins, les variations. C'est-à-dire comment, à partir d'un thème, si on peut appeler ça un thème, fixé dès le départ, la répétition ici, donc la question de la mise en série du motif élu, va permettre d'en dégager les nuances et de mettre en perspective les nuances qu'on peut y trouver. Cabane, on n'a rien dit. Et à vrai dire, il est probable qu'il n'y ait quasiment pas une seule cabane qui ressemble à une autre cabane dans le monde, ce qui n'est pas le cas des maisons. Il y a vraiment des maisons en kit qui pourront être quasiment absolument semblables à la précédente. Et là même, je dirais quoique, parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits par des photographes, architectes, on va dire, qui ont pris en photo des maisons dans des maisons pavillonnaires qui avaient toutes été construites en même temps, dans le même quartier et sur le même plan. Et il s'est rendu compte qu'en prenant les photos au fur et à mesure, 10, 15, 50 ans plus tard, en fait, que les maisons avaient évolué, qu'elles étaient toutes devenues différentes. Bon, je ne sais pas si c'est clair, mais... Tu as le même à Pessac. Le Corbusier a fait ça? À Pessac, oui, il y a toute une cité, le Corbusier, donc avec des traits, un dessin très épuré, des couleurs très, très vives. Et puis, 50 ans après, les gens ont mis des nains de jardin. Ouais, ben c'est ça. Enfin, c'est la même chose sur le bord de la Méditerranée. Les maisons sur pilotis qui avaient servi pour le film 37 de matin. Ah oui, oui. Agressant. Voilà, c'est la même chose. Ben ça, je trouve ça intéressant parce que c'est une manière, par exemple, d'envisager la question de la série et de la sérialité d'un point de vue qui me semble
plus intéressant que simplement l'idée un peu bête de la répétition ou de la modulation. C'est vraiment cette idée, en confrontant et en mettant en vis-à-vis des motifs équivalents ou considérés comme équivalents, d'en montrer en fait les infimes variations, ou d'en montrer les variations par le détail. Donc finalement, c'est une manière toujours de, non pas d'industrialiser le travail, mais à l'inverse, de tenter de mettre en exergue, de mettre en avant ce qui constitue au contraire la subtile variation par le détail, l'inventivité qui peut se déployer sur un champ ou sur un thème ou sur une pratique qu'on n'aurait pas a priori imaginé aussi variable en tant que telle. Donc c'est une manière de, étrangement, la répétition est une manière de rentrer dans le détail ou de se poser des questions très nuancées vis-à-vis du thème qu'on a pu se fixer. Il y a beaucoup d'architectes qui pensent à les bâtiments comme ça. Il y a Alvaro Siza qui a fait toute une cité au Portugal où du coup il a fait exprès de laisser des terrasses qui peuvent ensuite être habitées justement par les habitants. Soit ils rajoutent des chambres, soit ils rajoutent des loggias s'ils en ont besoin. Et je crois qu'il y en a un récemment là, qui a refait la même chose aussi en Argentine. Il a gagné le prix Pritzker là, dans l'architecture. Ah, c'est presque une approche plus modulaire finalement, c'est-à-dire qu'il y a ça, même en si fait, les modules sont laissés à la liberté des habitants, quoi. Oui, c'est ça, ils répètent la même chose. C'est quand on sort le bâtiment, il est très monotone, mais au final, il y a plein de petits espaces qui sont pensés pour être par la suite modulés. Ah, c'est intéressant ça. L'esprit de la série. Oui, complètement. C'est intéressant parce que je pense que ça peut, derrière la notion de série, on pourrait avoir envie de détailler les différentes variables qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'une série, c'est une collection? Est-ce qu'une collection, c'est une collecte? Est-ce qu'une série, c'est plutôt une variation modulaire? Ou est-ce que c'est une suite exhaustive? Il y a différentes manières d'envisager une série ou une sérialité. Les amis, est-ce que vous voulez un petit peu plus de temps ou est-ce que je vous envoie l'image et vous le travaillez pendant la semaine? Est-ce que par exemple... Hein? Ouais, envoie-nous l'image, ça serait super. Ça serait bien, hein, comme ça, je ne sais pas si quelqu'un a le cran éventuellement ou l'envie de montrer ce qu'il a fait par rapport à cet exercice assez court, finalement, on a pris une quinzaine de minutes. Est-ce que Hugo, allez, Hugo, je t'épingle. Yes, très bien. Alors, ça vaudrait le coup, Hugo, que tu le reprennes On le voit avec pas, tu peux le mettre en... Tu peux le remettre, je crois qu'elle a... Oui, bien sûr, pardon. Ça pourrait valoir le coup que tu le reprennes en noir. Après, Ouais, c'est c'est ce que j'ai prévu, ce que je vais faire. Ah, c'est ce que tu as prévu, c'est parfait. Ouais, parce que... Ok. Et tu vas voir aussi est-ce que quelqu'un d'autre veut montrer peut-être... Moi, je l'ai mise. Alors, je montre ici. Yes. Super. Voilà. J'en montre comme ça un peu tel qu'il se présente. Super, avec un petit réo. Super, Max, je l'ai montré. Je montre Katia. Yes. Attention, Katia, à bien tenir à pas trop émietter, mais c'est super, c'est bien en place. J'entends émietter, c'est important d'avoir des... Je vais montrer Jean. Je prends vraiment comme ça se prononce, hein. Comme ça se présente, pardon. Super. Jack, j'en montre encore une ou deux. Cécile, Marine. Daniel. Jack. Super. Sylvie. Super, Cécile. Marine. Jack. Oh, Marine, c'est très flou, mais on voit. Daniel. Daniel. Alors, Daniel, puis je pense qu'on va juste en montrer. Ce qu'on fera, c'est qu'on les mettra sur la galerie, hein, si ça vous va. Je te montre, Nicole, et puis je finirai avec Daniel. Parce que tu as... Bon. Yes. Super, Nicole. Ça marche. Et Daniel, où es-tu? Où es-tu? Je te cherche. Ah, ça y est. On les mettra en ligne, hein, ça sera plus simple. Super. Alors, mon petit conseil par rapport à cet exercice et à ce motif,
mon petit conseil, c'est de ne pas hésiter à démultiplier les détails et à s'appuyer au maximum sur ce que le motif vous propose de variation, de démultiplication de fragments. Et on pourrait volontiers avoir une sorte de stratégie du désordre, de stratégie du morcellement, qui nous rapprochera étrangement du travail qu'on a fait en octobre autour de la texture. Parce que finalement, à la fin, en décomposant à la ligne noire votre motif, vous allez voir qu'il devient comme une sorte de trame tressée, très dense, et qui est visuellement assez puissante. Voilà mon petit conseil par rapport à cet exercice. On verra comment rebondir là-dessus par la suite. Écoutez, je vous propose de finir avec du coup une petite présentation de quelques images en rebond de ce qu'on a pu voir aujourd'hui et avec une proposition de travail qui en serait la suite. Alors d'abord, la première chose, c'est, je vais vous présenter vite fait François Maton, et je vais le faire un peu résonner avec les autres artistes que je vais vous présenter. En fait, je crois que je ne vais pas suivre. Le voilà, François Maton. Il se trouve que François Maton a fait partie de la vague des blogueurs des années 90-2000. Je ne sais pas si vous aviez suivi cette mode des blogs qui ont été depuis largement remplacés par les Instagram, Facebook et autres. Mais François Maton a maintenu son blog et je ne peux que vous conseiller vivement d'y aller. Vous avez peut-être 10 ou 20 ans d'archives. C'est fascinant. Et c'est un artiste qui, vous verrez, qui fonctionne volontiers sur le mode du détachement, de la flânerie. Et du coup, ce sont des petits posts très simples, parfois très légers, mais qui contiennent toujours en eux-mêmes, à certains moments, une véritable densité philosophique. Et les textes, clairement, quand on y porte un petit peu d'intérêt, vont montrer qu'on a quelqu'un qui est extrêmement fin, et qui, derrière la dimension un peu légère de ces images, va en fait déployer une poésie, et je dirais presque une littérature. Le voilà en position, comme je vous le disais, en fait, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce qu'il a mixé son rapport au dessin et à la ligne avec son rapport à l'écriture et ce qu'on appelle le zazen. Et voilà, je passe un peu là-dessus pour pas non plus faire trop long, mais j'aime bien je crois que Chantal, on en avait parlé un petit peu l'année dernière, tu vois, cette espèce de petites images un peu détachées, anecdotiques, sans intérêt, et donc intéressantes. Intéressantes dans leur banalité, parce que la banalité n'existe pas. Enfin, je sais pas, il y aurait une sorte de registre d'exploration du quotidien qui est assez belle. Bon, je passe un peu là-dessus et je montre par exemple ce que ça peut donner dans des compositions qui pourraient sembler être un peu plus ambitieuses. On est ici sur un format plus important. Et ce que j'aimerais creuser avec vous aujourd'hui, c'est la notion de série. La notion de série, c'est un thème que j'ai au programme, entre guillemets, de ce temps d'histoire de l'art que je vais maintenant vous proposer chaque semaine, et qui consiste à explorer voilà, un thème. Je n'ai pas fini la semaine dernière le thème sur dessin et imagination, mais je le reprendrai, je pense, la semaine prochaine, probablement, pour le finir avec vous, avec le travail d'Amy Cutler, notamment. J'ai pensé à toi, Mylène, notamment par rapport à un petit dessin. Alors, je ne sais pas, mais Amy Cutler, sur un des dessins que tu as mis sur la galerie, j'ai pensé à cette artiste que j'aime beaucoup, qui est une artiste femme, qui travaille beaucoup d'après tissu, mais qui fait des petites aquarelles qui pourraient presque rappeler du Chagall. Et bon, enfin, je le dis comme ça en passant. Je vous parlerai de tout ça, mais j'ai eu envie, pour rebondir avec mon intuition du moment, de rebondir sur un autre thème, qui est le thème de dessin et quotidien. D'accord ? C'est un des 4 thèmes que je propose cette année, dans ce temps d'histoire de l'art. Et dans dessin et quotidien, je vais aller directement à dessin, collecte et inventaire. Travail qui fonctionne à la manière d'un recueil donnant à voir une série d'images participant de la quête du collectionneur. Toute la question est de savoir quoi collectionner. Plein d'exemples. Et je pense que je vais rebondir un petit peu là-dessus de manière un peu ludique parce que ce que je voulais voir avec vous, c'était cette notion de série. Qu'est-ce que c'est qu'une série ? Qu'est-ce que c'est qu'une série ? C'est souvent quelque chose qu'on peut avoir tendance à oublier, mais peut-être d'ailleurs le dessinateur est-il plus sensible
que le peintre, c'est très bête, hein, mais que le peintre a cette notion de sérialité. Bon, c'est très relatif. Mais disons que nous, en tant que dessinateurs, on produit, et cette logique de l'enchaînement des images peut très vite devenir sensée. Et ce qui est intéressant avec la série, c'est qu'elle permet de déployer une logique de travail en même temps qu'une logique d'accrochage. Il faut voir qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont déployer des logiques, il faudrait que je vous montre des exemples, là je vais en montrer je pense par la suite, des logiques d'accrochage qui jouent là-dessus, non pas une grande peinture ou un grand dessin, mais une série, 10, 20, 30, 50, 100, 1000, que sais-je, et qui vont jouer là-dessus. Alors, je commence avec un mauvais exemple, en fait, parce que je ne sais pas si vous voyez François Maton. D'abord, c'est ce que je vous ai montré avec les cabanes. Je ne remontre pas, mais je trouve ça quand même intéressant de voir qu'il a pu se permettre d'aborder ce thème avec une certaine frontalité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, répéter un motif, ça n'est pas l'épuiser. Répéter un motif, ça n'est pas mettre en avant en fait la dimension mathématique de l'œuvre et industrielle. C'est exactement l'inverse, c'est montrer la variation. Et c'est vachement intéressant parce que la répétition est en fait l'ami de la subtilité et de la nuance, quoi. Ici, en fait, je ne sais pas si vous voyez, on a déjà eu quelque chose qui n'y correspond pas, puisqu'on n'est pas vraiment dans la série. On serait beaucoup plus, de mon point de vue, dans quelque chose qui relèverait de l'ordre de la collecte, de la collection, de la flânerie, du glanage. Et on va avoir des motifs qui semblent revenir, des motifs d'architecture, quelques éléments ici et là, mais très vite, ces motifs sont troublés. Et je vous dirais volontiers que c'est un poster. Alors malheureusement, je ne l'ai pas en grand, c'est dommage, mais c'est un très grand poster qui s'appelle Codex, qui en est un petit peu l'incarnation, je trouve, puisqu'on va avoir chez lui effectivement des répétitions. Vous voyez ici que des chaises, que des femmes qui, ou comme on a vu tout à l'heure avec Lee Schuliman, que des gens qui dorment. En fait, il n'y a pas de limite au vertige de la collection. Parce qu'on pourrait faire que les gens qui dorment et qui ont les cheveux blancs. Ou que les gens qui dorment, qui ont les cheveux blancs et puis qui ont une oreille de travers. Dans l'absolu, comme les philatélistes, c'est sans fin. Et c'est ce qui fait la gourmandise, de mon point de vue, du jeu de la série et de la collection. Mais, je vous l'ai dit également, notre ami Maton est également adepte du zazen, et le zazen a en horreur le système. Le principe même du bouddhisme, c'est qu'il n'y a pas de système. Enfin, du point de vue de l'occidental que je suis. Peut-être, je vois Jeanne qui tord la bouche, c'est peut-être, je dis peut-être des bêtises. Allez, laisse-moi parler, juste me tromper. Et puis, bref, en tout cas, il y a cette idée d'être attentif à ce qui peut réouvrir le système. Bon, allez. Et bref, dans chaque série, on verra qu'il y a toujours des objets qui ne sont pas à leur place. Peut-être un autre exemple, pour quitter notre ami François Maton, pour un temps peut-être seulement, Jochen Gerner, par exemple. Gerner est un dessinateur, là pour le coup, qui est clairement inscrit. Et je pense que je vous l'ai mis, ah zut, dans le dossier, voilà, pardon. Gerner, est-ce que je l'ai mis? Ah, je ne l'ai pas mis. Eh bien, c'est pas grave. Ah si, il est là. Non, Jochen Gertz, c'est un autre. Bon. C'est pas grave, c'est sans importance, à vrai dire. Jochen Gerner, c'est vraiment un... Je ne sais pas pourquoi je dis Jochen à chaque fois, il est français. C'est un artiste qui est à la galerie Anne Barrault et qui réalise... Alors, je crois qu'on l'avait déjà vu ensemble avec notamment les notes de marge. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce travail-là. Oui. C'est une édition. Voilà. Donc, ce sont des dessins qui sont faits pendant le travail au téléphone. Il se trouve qu'il a eu des séries qui sont plus exigeantes. Ici, par exemple, c'est tout ce qu'il voit quand il est dans le train. Il est dans le train et il dessine ce qui passe sous ses yeux. Déjà, dans les notes de marge, on voyait qu'il était assez adepte des séries. Des séries en répétition. On va faire une page entière sur des bouteilles, ou sur des chaises, avec des jeux de variations. Ceci dit, ici, on est plus, à mon avis, de l'ordre de l'imaginaire. Il y en avait un que j'aime bien parce qu'il est à la limite du conceptuel. Est-ce que je vais le retrouver? C'est des séries de paysages. Ouais, le voilà. Très simple. Hein. Donc, vous voyez, ici, on a quasiment Paris-Nancy en 2007. On a quasiment ici une sorte de collection d'inventaire assez méthodique des différentes variations de paysages.
en sachant que son trait est par ailleurs assez simple, assez simplifié. C'est le registre qui est le sien. Mais c'est intéressant, je trouve, la manière dont on peut voir que certains artistes auront de s'approprier, ou encore, parce qu'il va devenir un peu spécialiste, encore ici des choses encore plus rigoureuses, avec des extraits. Alors, il y en a qui sont peut-être plus parlants, si j'arrive à le retrouver. Voilà, ça c'est des bulles. C'est différents types de bulles qu'on peut retrouver chez Hergé, différents types de motifs de flammes qu'on peut retrouver dans les bandes dessinées de Tintin. Donc là encore, un travail comme ça, presque de sémiologiste, hein, je ne sais pas comment dire, de scientifique un peu, autour de scientifique de l'image, puisque la série pourrait potentiellement, je ne l'ai pas dit, mais c'est quand même un genre particulier qui pourrait rappeler plutôt une influence scientifique. Au 19e, par exemple, il me semble que les premières véritables séries modernes en art et en peinture, elles sont plutôt chez les impressionnistes. C'est-à-dire que si vous prenez les nymphéas de Monet ou les séries de paysages de la gare Saint-Lazare de Monet ou d'autres artistes impressionnistes, la notion de série, des dizaines de nymphéas, des dizaines de, etc., elle est directement influencée par la science et par notamment la photographie et par l'idée qu'au 19e, c'est le chemin de fer, c'est la photo, c'est les rayons X, c'est l'aviation, bref, et tout ça participe d'un imaginaire de la série. Bref, mais c'est quand même important à noter parce que c'est quelque chose qu'on retrouve. Bon, encore un autre exemple, je pense que je vais m'arrêter, mais c'est des registres qui sont sensiblement différents, donc c'est intéressant de les noter. Ici, on va avoir effectivement une artiste qui s'appelle Caroline Muheim, je ne sais pas si vous l'avez ici. Alors elle, pour le coup, qui est clairement une artiste pleinement plasticienne et qui a d'ailleurs un certain rapport avec le Japon. Il faudrait regarder sa biographie, Caroline Muheim, et qui va faire, vous voyez, des choses extrêmement délicates, qui sont des séries à l'aquarelle de motifs extrêmement simples, comme par exemple des haricots. Des haricots qui sont, ou des poissons, alors je ne sais pas si c'est pas des champignons, etc. Donc c'est vraiment un rapport du collectionneur. Ici, je pense qu'on a vraiment basculé. On est, à mon avis, beaucoup moins dans l'imaginaire. Vous voyez comment j'essaye de nuancer les termes, hein. Série, ça ne veut rien dire en fait. Mais on est beaucoup moins dans l'esprit scientifique qu'on pouvait avoir chez Gerner. On retrouve quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre d'une forme de collection, de jeu sensible. On sent bien que l'objectif n'est pas d'épuiser les variations de telle ou telle variété de haricots. La dimension botaniste passe au second plan. Il s'agit de s'émerveiller du réel. Et quelque part, de s'émerveiller du réel dans la répétition. Ce qui va pouvoir l'amener à être sensible aussi à des dispositifs de ce genre ou à des images comme ça, je trouve très belles, avec toute l'esthétique de l'herbe folle, parce que ce sont juste des petites tiges d'herbe folle, et le rapport au texte également qui apparaît ponctuellement chez elle. Voilà, Hautes herbes, c'est beau comme titre. Voilà pour Caroline Muheim, mais on est toujours un peu sur les mêmes esprits. Vous voyez également, et là je vais un peu basculer du coup vers mon fil, avec, j'ai mis quoi? J'ai mis Boltanski, Kloski, Herman de Vries, Nanucci, Édouard Ruchet, Richard Long et Céline Duval. Ça fait beaucoup d'artistes. Hein. Et je crois que je vais montrer Éric Tabouchi, et ça sera, à mon avis, déjà très bien. C'est un artiste qui va me permettre de rebondir un petit peu autour de ça. Donc je vous le retape, que vous ayez l'orthographe. Éric Tabouchi, qui est un artiste français qui, franchement, commence à vraiment bien tourner. Chaque année, je dis « Ah, il tourne. Hein. » Et effectivement, c'est un artiste surtout qui développe, pardon, je ne vous ai pas mis le nom, qui développe une œuvre qui est vraiment, je trouve, assez passionnante, hein. assez riche, essentiellement photographique. Donc, je vais plutôt rebondir, on le voit ici, avec Nelly Monnier, qui est peintre et qui est sa compagne dans la vie. Voilà son site internet. Et donc, c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment dans le registre que j'ai pu évoquer jusque-là, avec, par exemple, des séries pour le moins surprenantes. Une série ici, par exemple, sur les architectures d'entraînement.
faut quand même le savoir, c'est des architectures inutiles qui sont construites pour des écoles ou pour des pompiers, pour qu'ils s'entraînent à des séances de feu. Donc, ce sont des architectures qui sont faites pour s'entraîner à éteindre des feux. Quand même, je ne savais même pas que ça existait. Voilà. Donc, des choses un peu de ce type-là, et des choses qui peuvent être... voilà. Les séries sont tellement riches et innombrables que c'est juste incroyable. Et notamment, une série, moi, qui m'avait... Alors, intéressé, pas intéressé, bon, mais qui m'avait intéressé par rapport à le terme du jour, qui s'appelle les Miradors. Mirador. Donc, il va quand même déambuler un peu partout à travers la France pour archiver les différentes variations de ces miradors. Ces miradors, c'est quoi? Ce sont des cabanes de chasseurs. Donc, c'est une vraie pratique sociale, anthropologique en France. Mais vous voyez que, bien entendu, la série ici est au service, en fait, d'une sorte d'inventivité architecturale pour le moins surprenante, quoi. Chaque personne, chaque groupe, chaque territoire va pouvoir effectivement développer des spécificités. Ici, son travail est vraiment intéressant pour moi parce que c'est quelqu'un qui est à cheval entre le champ de l'architecture et le champ, voilà, après on pourra en trouver des dizaines. Ça, je crois que c'est la série Concept. C'est que des magasins, je ne sais pas si vous voyez, dont le nom contient le mot concept. Donc, il y a Muriel Body Concept, tatouage, il y a Coiffeur Concept, etc., etc. Et c'est juste une série avec des magasins qui portent le nom Concept. Donc, il y a des choses comme ça pour le moins surprenantes. Mais on voit qu'il y a ici un intérêt photographique très fort à déployer ces jeux d'images et ces jeux de série, de mise en série. Bon, je pense qu'on a déjà pas mal d'éléments. Je pense que ça serait un peu redite, mais c'est intéressant peut-être de le faire en redite, mais très vite. Quelqu'un comme Céline Duval, par exemple, que j'ai mis ici, Céline Duval, dans le dossier, elle est vraiment dans le registre que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va, ici, par exemple, archiver, récupérer, exactement comme Lee Schulman, mais plutôt que lui, donc c'est quand même intéressant à noter, elle va récupérer des photos d'anonymes et elle va s'amuser à réaliser des livres, des éditions ou des expositions qui lui permettent de les mettre en perspective. Vous voyez ici une série pour le moins surprenante de gens qui font le poirier. Mais tout ça, ce sont des photos qui ont été trouvées ou récupérées dans des brocantes ou des puces. Donc son travail, c'est quand même un élément important aussi à noter, son travail ici est un travail également d'archiveur. Elle ne fait pas de dessin, c'est vraiment un travail d'artiste-éditeur quelque part, d'artiste-programmeur. Et des artistes comme ça, on en a beaucoup. L'un des plus anciens. Donc là, je ne reviens pas trop sur son travail, je pourrais développer un peu, mais dans une certaine mesure, c'est un travail qui ressemble beaucoup à Lee Schulman et qui aujourd'hui est assez lisible dans le champ de l'art contemporain. Un des premiers à l'avoir fait, mais avec une approche, je trouve, extrêmement sensible, qui moi m'a toujours touché, c'est le travail de Boltanski, très connu. Donc, je crois que j'en avais un petit peu parlé déjà la semaine passée, il me semble. Boltanski, qui va travailler, par exemple, ici, avec des photographies de jeunes lycéens juifs avant la déportation, et qui va faire ensuite un travail de mémoire et d'absence de mémoire. Parce que vous voyez, on retrouve un petit peu ce qu'on avait chez Lee Schulman, mais de manière différente. Ces visages-là n'ont pas de nom. Ou en tout cas, il ne met pas le nom. Ce qui fait que ça devient le visage de tout le monde. Et cette alternance, elle est très intéressante chez Boltanski, cette idée qu'un visage anonyme, c'est le visage de tout le monde, y compris le sien, d'ailleurs. Et ça, c'est peut-être la particularité de Boltanski, c'est d'avoir intégré une dimension, le voilà ici, une dimension biographique, d'une part parce qu'il est juif, chrétien juif, enfin il est juif, hein, et d'autre part parce que c'est quelqu'un qui a joué sur cette ambivalence du moi et du nous, de l'individu et de l'universel. Mais vous voyez qu'on est à nouveau, et peut-être je pense, je vais voir, j'ai peut-être terminé là-dessus, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il peut y avoir, dans le cadre du travail artistique, il peut y avoir un vrai travail autour de la question de l'image et de la collection des images. Alors c'était un peu le thème aujourd'hui. Je vais en montrer encore un ou deux artistes, plus dessinateurs, parce que finalement je n'en ai pas montré tant que ça. Flouté, ça c'est Boltanski, ce qu'on vient de voir à l'instant. David Musgrave, c'est vachement intéressant. Robert Longlot et Olivier Hucleux.
Ok. Allez, je vais finir avec Longo et David Musgrave, ça sera très bien. Bon, d'abord Longo, pas de souci. Ça vous rappellera des souvenirs parce que je le présente. Non, pas elle. Robert Longo, c'est pas le même. Voilà, Robert Longo. Alors que je vous montre, le voilà d'abord. Robert Longo, c'est un artiste américain qui fait essentiellement que je vous montre quand même. Ça serait bien qu'on voit un original. Ça serait bien qu'on voit un original pour voir la taille. J'aimerais bien que vous puissiez voir la taille de son travail. Ah, zut. C'est grand, hein. C'est grand. Ça fait au moins 1 mètre, 2 mètres de haut. C'est fait. Ah, c'est intéressant, tiens. On voit les photos qu'il a utilisées pour faire. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Les photos qu'il a utilisées pour faire les séries de Fusain, de dessins. C'est des travaux plus anciens, ça. C'est les années 90. Tant pis. Je ne trouve pas. Je montre du coup quand même les images. Bon, c'est des images de ce type-là. C'est fait au fusain compressé. C'est des très très grands formats. C'est souvent sous verre parce que c'est très fragile. Et ce sont des images qui sont finalement assez troublantes parce qu'elles ne sont pas sans un certain cliché. Ce sont des images assez clichés. La vague. Mais déjà, le cliché est un peu tordu par le fait que c'est en noir et blanc, je trouve. Et que c'est fait avec un médium qui déplace un petit peu. Et vous voyez, pareil ici, on est typiquement dans des images clichés. Ça, pareil. Tout ça, c'est fait au fusain. Et qui sont finalement des images qui incarnent un imaginaire collectif. Je dirais que c'est intéressant parce que c'est pour rebondir sur la logique de la série. Ici, on voit qu'on n'est pas vraiment sur une série au sens classique de la répétition d'un motif, mais il se trouve que le choix des images dans lequel Robert Longo est embarqué maintenant depuis une vingtaine d'années, ce sont des images qui relèvent toutes du même registre visuel. Ce sont des images qui sont iconiques, donc qui relèvent vraiment du statut de l'imaginaire presque pop et presque mythologique, de la cosmogonie collective. Ce sont des images qui font peur et ce sont des images qui sont attirantes. Ce sont des images qui relèvent d'une sorte de goût pour le sublime. Et là, il faudrait vraiment que vous voyiez les originaux pour voir à quel point c'est des images qui sont incroyablement belles et très, très attirantes. Mais en même temps qu'elles sont attirantes, elles font peur. Et ce registre-là, il est très intéressant parce qu'il est très freudien, en fait. Il est très pulsionnel. Ce sont des images qui sont... C'est pas du tout du Warhol avec on va faire des Marilyn et puis basta, quoi. Ce sont des images qui vont creuser quelque part un certain registre perceptif. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est ça qui va déterminer le choix de ces images. C'est qu'elles doivent correspondre à cette ambiguïté et à ce registre à la fois d'attraction et de répulsion, de fascination et de terreur. Voilà. Donc, voilà par exemple une série de Robert Longo ou dans un autre registre, David Musgrave. Alors, c'est beaucoup plus étrange le travail de David et Musgrave, surtout que c'est pas du tout à lui que je pensais. Musgrave, c'est très très étrange. C'est vraiment des non-images. C'est des choses qui sont faites au crayon à papier de manière très 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 précise, à partir de motifs qui sont difficilement perceptibles. Une feuille avec un petit bout de bois. Ici, c'est une espèce de poche en plastique écrasée. Ici, c'est une espèce de pochette en papier craft légèrement gravée au crayon. Donc c'est vraiment, ou c'est le dos d'un dessin avec du scotch. C'est vraiment des motifs qui sont à la limite du motif. C'est à la fois hyper réaliste, mais c'est un peu particulier le travail de Musgrave. Moi j'aime bien parce que c'est très sensible, mais c'est très étrange. Vous voyez, on dirait un papier déchiré avec 2 ou 3 punaises. En même temps, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Et tout joue dans des demi-reliefs et dans des choses qui relèvent de l'à peu près. C'est un travail qui est très très exigeant en termes de représentation. Et je me suis trompé. C'est pas David Musgrave, et j'arrive pas à retrouver mon deuxième artiste. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Et par ailleurs,
je pense que c'est pas mal déjà. Est-ce que vous verriez comme ça des artistes qui auraient travaillé dans la série et que vous penseriez pouvoir... Alors, parce que je ne l'ai pas dit, je vous laisse réfléchir à cette question. Ce que je vais vous proposer cette semaine, assez simplement, c'est de faire une série de 4 images minimum, 4 dessins, mais pourquoi pas 4 photos, ou 4 photos qui donneraient 4 dessins. Ça peut être plus, hein, ça peut être 6. Je suis parti du principe que si vous avez votre carnet, alors là j'ai que mon grand, hein, je suis désolé. Si vous avez votre carnet, on pourrait imaginer d'avoir 1, 2, 3, 4. L'idéal, en fait, c'est que vos images soient côte à côte. Parce que la notion de série gagne énormément à mettre les images en vis-à-vis. Parce que c'est là qu'on peut faire les comparaisons. Je pense que c'est assez clair par rapport à ce que j'ai dit précédemment. C'est ces jeux des nuances qui peuvent être intéressantes. Donc, du coup, l'idée, ça serait de vous lancer cette semaine sur un exercice double. D'abord, choisir un motif. Qu'est-ce que vous allez trouver comme type de série des cabanes. Attention, ça peut être des choses vues, mais ça peut être des choses trouvées sur Internet, hein. Donc, ça peut être, pourquoi pas, une série de photos de Éric Tabouchi, vous verrez, il y en a des dizaines. Ça peut être un motif que vous allez trouver chez vous ou autour de chez vous, ou des photos que vous allez prendre. Bref, vraiment, là, je vous laisse complètement libre. Ça peut être végétal, humain. Alors, juste pour terminer, vous voyez, si vous choisissez portrait, ça marche. Mais c'est un petit peu à minima. Si vous dites portrait de gens qui dorment, c'est déjà plus intéressant. Il faut pour qu'une collection ou qu'une série soit intéressante, il peut être intéressant de les nuancer. Ciao Cécile, à mercredi. Et voilà. Du coup, je ne sais pas si vous avez des idées d'artistes qui auraient travaillé dans la série sur lesquels on pourrait rebondir. De Vries. Ouais, Le sketch du métro. Herman de Vries. Herman de Vries, bien sûr, par exemple, sur un registre, c'est intéressant parce que ça nous change un petit peu en termes de... Alors, il faudrait le voir dans l'espace, ça donne des choses comme ça. C'est vraiment des jeux de collection. C'est un artiste un peu écologiste avant l'heure. Voilà, le genre de dispositif qui peut l'apparaître. Et il a fait plusieurs types de séries. Ça, en fait, c'est des plantes qui sont directement collées sur la page. Donc, on est vraiment en mode herbier. C'est un ancien botaniste. Et ça, par exemple, c'est une série plus homogène. C'est des traces de couleurs de terre qui ont été directement posées sur le papier avec le doigt, sous forme de petits carrés. Chaque carré est une terre en particulier. C'est comme si vous preniez un petit peu de terre à côté de la Garonne, et puis un petit peu de terre à la prairie des Filtres, et puis un peu de terre dans votre jardin, ou que sais-je. Et il fait un nuancier à partir de ces variations de terre. Voilà un exemple, par exemple. Mais oui, quoi? On ne voit pas les images. Ah zut, j'ai pas montré. Non. Eh ben, je recommence. Mais du coup, bon, j'ai parlé un peu dans le vide, vous m'avez vu gesticuler des brins. Voilà les terres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et avec le ses nom? variations. Et le nom, c'est Herman de Vries. Vous l'avez dans le document, celui-là. D'accord. Si jamais vous le retrouverez dans le petit doc PDF, le voilà. Il est encore vivant. C'est un peu le sbab, hein, quand même, de l'art contemporain. La légende veut qu'il vienne pieds nus s'installer dans les galeries. Visiblement, il n'est pas pieds nus, hein. Mais il était à la Biennale de Venise il y a quelques années. C'est un très beau travail, même des choses comme ça. Du coup, il est un peu tout terrain, il est tout médium, hein. Il peut très bien s'autoriser. Alors, vous voyez qu'il reprend quand même des registres très scientifiques, mais lui, c'est plutôt côté botaniste. Et il va les déployer, effectivement. Voilà. Peut-être une autre variation, peut-être je vais terminer, mais ça peut être une variation intéressante. C'est quelque chose que je n'ai pas noté juste là, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans la question de la sérialité. Sauf que c'est une sérialité qui n'est pas du même ordre, puisque ça va être, alors là c'est en sculpture, et ça va vous sembler très aride, même si par ailleurs j'aime beaucoup son travail. Il a fait beaucoup de dessins, donc ça serait bien que je vous trouve des dessins. C'est un artiste, alors On attendez. l'avait vu à New York. Oui, on l'a vu bien sûr. À Berlin. Tout à fait, tu le trouves partout. Sol Lewitt, il n'y a pas un musée qui n'est pas du Sol Lewitt. Pompidou a du Lewitt, tous les grands musées internationaux ont du Lewitt, tous les Guggenheim ont un Lewitt. C'est vraiment un des artistes fondateurs de ce qu'on appelle l'art minimal américain dans les années 60. Et c'est quand même un artiste que je trouve très intéressant, honnêtement. Donc je vais essayer d'en parler vite fait, puis je pense que je vais terminer avec ça, il est bientôt la demi, mais quand même,
d'abord des séries, ici vous le voyez, c'est de la sculpture ici, avec des variations autour du cube. C'est-à-dire qu'il va proposer effectivement ici une série abstraite autour d'un motif purement abstrait qui est le cube, mais il va s'autoriser à chaque sculpture une variation autour d'une seule et même règle du jeu, c'est-à-dire mathématiquement épuiser toutes les variations d'un principe mathématique de départ, c'est-à-dire combien de cubes on peut faire en déplaçant tel et tel nombre d'arêtes, en retirant tel ou tel nombre d'arêtes. Et l'œuvre va ensuite se déployer dans sa sérialité. C'est intéressant, je trouve, parce que c'est une approche qui est beaucoup plus systématique, beaucoup plus scientifique, mais qui n'est pas pour autant sans permettre et sans proposer une certaine richesse dans la variation de ce qui est proposé. Je ne sais pas si c'est très clair, mais cette logique, quelque part, elle relève de la sérialité et elle pousse, je dirais, encore plus loin ce que Monet avait fait avec les nymphéas. On pourrait considérer que quelqu'un comme Leavitt est, à sa manière, l'héritier de quelqu'un comme Monet. Alors, est-ce que je vais trouver Soleil couchant? Pas sûr. Il a fait des très beaux livres d'artistes. Je vais voir si je trouve, et puis je m'arrêterai là-dessus quand même. Livres d'artistes. Celui-là, je le connais bien. Bon, je ne sais pas, par exemple, même principe avec les plaques d'égout. Ça, c'est Sol Leavitt. Collection de plaques d'égout. Photographie de plaques d'égout. Sauf qu'il fait un livre entier, quoi. Hein, on est vraiment dans cette logique un peu... et les stations-service. Ah, je ne connais les pas livres ça. d'artistes. Mais si, le livre d'artiste, le premier livre d'artiste. C'est Ruchat. Ed Ruchat. Ah oui, alors c'est les stations essence. Ed Ruchet. Rucher, oui. Moi, je dis Ruchat et c'est Rucher. Ouais, en anglais, on dit Ruchet. Avec les fameuses 26 Gasoline Station, qui est un ouvrage tout à fait emblématique, puisqu'il est pour beaucoup considéré comme étant le premier livre d'artiste, 1962, et qui va effectivement de manière assez aride, mais assez poussée, incarner une série fondée sur l'épuisement, tout relatif, d'un seul et même thème, qui est donc des gasoline stations, donc des stations essence, motif ô combien profane dans l'Amérique des années 60 et ô combien important, mais qui par ailleurs deviendra également un thème fondateur de son travail pictural, puisque c'est avant tout un peintre dit pop art, avec, vous le voyez, des formes très léchées, très lisses. Hein, on est vraiment dans la même période que Andy Warhol. C'est un des plus grands artistes peintres du pop art américain, moins connu que Warhol, mais largement aussi important, surtout dans la critique. À mon avis, plus intéressant que Warhol, et qui va développer un travail qui est à la fois entre photographie et peinture à l'huile. Voilà. Les amis, je pense... Oui. Pardon, oui, Richard oui. Aussi a fait une série. Il a reproduit sur peinture les tons de l'acier et du plomb dont il se sert pour faire ses sculptures. Ah, je ne savais pas ça. Avec un inventaire. Alors, Richard Serra, effectivement, on reste avec les grands artistes américains des années 60. C'est quelqu'un qui est connu, ça c'est au Guggenheim. Oui, géométriquement. Ah oui, c'était une expo du 2 avril 2016. Alors, si je tape nuancier, est-ce que ça va m'aider? C'est des couleurs de rouille, en fait, non? En fait, oui, parce qu'il travaille sur l'acier et le plomb. Et il a reproduit, oui, là, on voit ses œuvres. Oui, mais c'est un livre, mais il a reproduit en peinture, il a reproduit la texture et les couleurs de l'acier qu'il utilise. En fait, alors, j'arrive pas à retrouver l'image, malheureusement. Oui, j'essaierai de te l'envoyer. Oui, avec plaisir. Après, on peut voir effectivement que sans le ramener à Sol Leavitt, on va avoir malgré tout générationnellement deux artistes qui sont assez proches dans les préoccupations à la fois abstraites et très matérielles
les choix, par exemple, de ces grandes plaques de métal sont souvent aussi contraints chez Richard Serra. Et donc, les séries qu'il va mettre en œuvre sont souvent contraints aussi par des dynamiques très scientifiques. Ça peut être telle ou telle courbe. Bon, l'exemple peut-être que vous pourriez tout à fait avoir aussi, pour rester un peu plus local, c'est Bernard Venet, moi je pensais. Bernard Venet, vous l'avez à la Barrière de Paris, à Toulouse. Ah oui, c'est lui. Voilà. Bernard Venet, c'est la même génération et c'est vraiment la même logique, quoi. C'est l'espagnol, comment il s'appelle? Oteiza et c'est en même temps les sculpteurs Oteiza et Chillida, c'est la même veine, ça, non? Ah ouais. Alors moi, je préfère. Hein. Moi, je dirais que Chillida, alors je ferai des nuances, tu vois, mais il ne faut pas trop me lancer. Hein. J'adore Chillida, sculpteur catalan. Je crois qu'il a été exposé, il y a eu une belle expo de son travail aux abattoirs il y a quelques années. Oui. Il fait de la sculpture. Il a fait super. beaucoup de gravures, etc. Je dirais que chez lui, la question de la répétition modulaire, parce qu'on a vraiment une écriture qui se répète énormément, fondée sur des signes assez primitifs, assez premiers comme ça, il y a beaucoup plus l'idée quand même de modulation et d'improvisation. C'est-à-dire que c'est plus une écriture qui peut se déployer de manière variable en fonction d'un style et d'une cosmogonie interne et intime. Là où, si je puis me permettre, le travail de Venet, alors je ne sais plus où je l'ai mis, j'essaie de le retrouver, le travail de Venet, par exemple, regardez les titres, vous allez voir Bernard Venet, le titre c'est 132 degrés,5. C'est-à-dire qu'on sent que la logique même de production de l'image, elle est au contraire de limiter l'improvisation et d'amoindrir l'expressivité émotionnelle. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est important parce que ça peut constituer, on le voit bien avec ce que j'ai pu mettre avec Sol Lewitt. Sol Lewitt, c'est quand même quelqu'un qui ne cherche pas à nous faire pleurer, quoi. Et il va avoir du mal. Alors, il y a sûrement des gens qui ont pleuré devant du Sol Lewitt, mais enfin, il faut quand même être sacrément gourmand pour pleurer devant ça, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va volontairement quand même utiliser la notion de série pour interroger aussi la notion d'auteur au sens classique, c'est-à-dire au sens expressif, expressionniste, voire émotif du terme. Bon, voilà. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Je résume rapidement. Je vous propose donc cette semaine, d'une part, de terminer le travail sur les cabanes. Pourquoi pas faire une série sur les cabanes? Bon, en tout cas, ça marcherait très bien, vous le comprenez bien, pour le thème de la semaine. Mais bien entendu, dans l'infinité des possibilités qu'on a pu évoquer jusque-là, j'irais même jusqu'à vous proposer, si vous le souhaitez, de faire une série de photographies, même si on aurait envie plutôt d'aller vers le dessin. Mais on a vu, par exemple, qu'on pourrait faire des séries sur des qualités de rouille, des séries sur des plaques d'égout, des séries sur tout et n'importe quoi, y compris sur des dimensions, des sièges du métro, sur des petits déjeuners du matin. Je ne vous ai pas parlé, par exemple, il faut que je m'arrête. Je vous montre juste vite fait avec notre ami Sophie Calle pour montrer encore une autre forme beaucoup plus ritualisée avec les fameux déjeuners qui sont particulièrement emblématiques. Vous voyez, un repas par jour, une couleur différente. Lundi, jaune. Mardi, rose, etc. etc. C'est une performance journalière qui va être d'ailleurs... Ah, encore, j'ai oublié. Et pendant ce temps, vous me voyez gesticuler. Voilà, avec Sophie Calle, que je vous montre le nom, mais vous connaissez peut-être, elle est très connue. C'est la même génération que Boltanski, que Messager. Moi, c'est des artistes que j'aime beaucoup, honnêtement, parce que je trouve que c'est un bon mix entre une sorte de sensibilité exacerbée et de goût pour le concept. Donc je dirais que c'est des gens qui ont eu quand même le goût pour développer des protocoles assez joueurs et qui ne se sont pas privés en même temps pour les incarner dans des quotidiennetés et des biographies parfois assez denses. Donc je le disais, voyez ici, le principe c'est un jour, une couleur. Lundi, rouge, tomate, grenade, etc. etc. Lundi, c'était orange. Et on va avoir un menu avec purée de carottes, crevettes, melons, etc., etc. Bon, tout ça pour dire qu'on pourrait pousser presque cette logique de la série et de l'inventaire jusqu'à aller jusqu'au rituel et jusqu'à la performance. Chaque jour, je vais faire un dessin, quel que soit le dessin. C'est une série.
un peu différente. Chaque jour, je vais, je sais pas, je vais mettre du lait dans mon café et je vais photographier le nuage au moment où il se répand. J'en sais rien, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est possible de ce point de vue-là et on pourrait tout à fait imaginer d'ouvrir le spectre au maximum. C'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, ma proposition de la semaine, c'est faire une série, quelle qu'elle soit, collecte, collection, inventaire, série mathématique, performance, rituel, ce que vous voulez. Et la mettre sur la galerie donc d'ici à lundi prochain. D'accord. Et voilà. Merci, Quentin. Merci à vous et à mercredi pour ceux qui seront là mercredi. Ciao, ciao. Merci, ciao tout le monde. Au revoir, Quentin. Ciao Bernadette, ciao Marie-Laure, ciao Marie-Bonne, ciao Marianne, ciao Jeanne. Vous pourrez nous envoyer le doc? Oui, je vous envoie tous les docs peut-être plutôt demain matin parce que je pense que Oui, j'aurai pas le temps. non, il n'y a pas de voilà. souci. Et j'aurais une autre question. Est-ce que je pourrais également avoir le PDF? Ou là, je suis en écho. Bah, je t'envoie le PDF. Ouais. Je renvoie le PDF cette semaine, comme ça vous l'aurez. Ouais. Merci beaucoup. Ça marche. Bye bye. Bye bye, Katia. Bye, Sylvie. Au revoir, bonne semaine. Ciao. Sarah, je ne sais pas si tu es partie, ou si... mais si jamais tu veux qu'on fixe un rendez-vous, on peut le faire maintenant. C'est la réunion. Et bah, ciao. Ciao Max. Ciao Michel. Au revoir. Ciao Michel. Ouais, ciao, ciao. Marie-Claude. Josie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ciao Nat. Ciao Laurence. Ciao René. Bon appétit. Ouais, bon appétit. Bye bye.